Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, aux idées reçues sur l'éducation, déjà nombreuses, il faut désormais ajouter les idées reçues sur l'éducation à distance, puisque tout le monde l'a expérimenté lors de la crise du Covid. C'est le sujet d'un livre qui vient de sortir chez Retz, ces idées reçues. Il a été co-dirigé par Elsa Pokovic, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Brandon Moirette, l'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité culturelle et littéraire. On va aller au musée Victor Hugo à Paris pour une exposition consacrée à un artiste méconnu, Georges Hugo, le petit-fils de l'écrivain. Les programmes seront évidemment ceux d'art et de lettres. L'heure de la récré, toujours avec Brandon, récré ciné autour de la sortie de Wish, Achat et la bonne étoile, c'est le nouveau Disney. Et puis rendez-vous en fin d'émission comme chaque semaine avec Candice Anzel pour son conseil de famille. Conseil de famille devant le JT de 20h, comment aborder au mieux les sujets d'actualité avec ses enfants. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Elles étaient annoncées depuis longtemps, les noces de l'éducation et du numérique. Elles ont finalement eu lieu dans les conditions les pires qui soient, avec le crash test grandeur nature de l'école à la maison. C'était en mars 2020 pour ce qui est de la France, au début de la crise du Covid. Au moins a-t-elle eu la vertu d'ouvrir une grande conversation sur les grandeurs et les servitudes de l'éducation à distance. 2 ans et demi après, ces termes sont examinés dans un passionnant ouvrage collectif. Il vient de sortir aux éditions Retz. Son titre, Apprendre à distance. Il a été co-dirigé par Éric Sanchez, que vous connaissez si vous êtes un fidèle de l'émission, on l'a déjà reçu, et par Elsa Pokovic, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Elsa. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation, spécialiste des technologies éducatives. Vous venez de Genève, puisque vous êtes dans un laboratoire de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation de l'université de Genève. Le livre, il sort dans une collection, c'est écrit là, qui s'appelle Mythes et réalités. Mythes, on peut dire idées reçues aussi. Premier de ces mythes, ce serait que le sujet a émergé en 2020. En fait, l'idée d'éduquer à distance, elle est très très ancienne. Oui, alors absolument. L'idée d'éduquer à distance, on a entendu parler des premiers cours par correspondance déjà au 19e siècle, en fait, à la fin du En Angleterre, c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Où il y avait l'idée de recevoir du courrier à la maison et donc de suivre des cours à distance. Ensuite, autour de la Première Guerre mondiale, on a commencé aussi à avoir de l'éducation à distance par la télé, par la radio. Donc c'était une autre forme d'éducation à distance. C'est dans les années 1970, je dis parce que je viens de Suisse, du coup, 1970, qu'on a vu apparaître des premiers ordinateurs personnels où donc la possibilité d'apprendre à distance chez soi. En fait, à chaque fois qu'une technologie arrive, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit « Ah bah tiens, on va s'en servir pour enseigner ». Et c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai fait attention, sauf à la seconde d'ailleurs, depuis le début de l'émission, à dire « éduquer à distance ». Parce que justement, je ne voulais pas dire « enseigner ». Et c'est un choix fort de votre part de titrer le livre « Apprendre à distance » et pas « enseigner à distance ». Pourquoi ? Oui, absolument. Alors, on peut revenir brièvement sur la distinction entre enseignement et apprentissage, où la notion d'enseignement porte la connotation du fait de transmettre un contenu, de transmettre des savoirs. Donc on sera vraiment dans quelque chose de plus transmissif, où un enseignant va transmettre un savoir à un apprenant, alors que dans la notion d'apprendre à distance, donc de l'apprentissage, on sera plutôt sur une construction de connaissances, une construction de savoir entre justement un enseignant ou une personne qui va faire apprendre et un apprenant. Donc l'apprenant sera vraiment mis au centre. Voilà, on s'intéresse plus à l'étudiant, à l'élève, à l'apprenti, à celui qui reçoit ses savoirs et qui est actif dans cette réception. Placer l'élève au centre, ça rappellera quelques souvenirs aux plus anciens. En France, en 2020, au moment du confinement, on a découvert, quand je dis on, c'est le grand public, que les enseignants n'étaient pas spécialement formés à ça d'ailleurs. Non, absolument pas. C'est très difficile au niveau de la structure et des politiques scolaires, éducationnelles, enfin des institutions éducatives, de permettre aux enseignants cet espace, de permettre de leur donner du temps, de leur donner des moyens, des ressources, pour qu'ils puissent justement mettre l'apprenant au centre, prendre en compte ses contraintes, ses besoins, ses intérêts, que ce soit au niveau de scolarité obligatoire ou aussi en enseignement supérieur. Et si je reste un petit peu sur cette crise du Covid, un des résultats, c'est que les élèves les plus fragiles, et là vous donnez... Alors je ne l'ai pas dit d'ailleurs, il y a 17 chercheurs, c'est un ouvrage que vous co-dirigez avec Éric Sanchez, donc vous avez été chercher des tas de collègues, mais il y a donc des tas de chiffres, je n'en cite qu'un seul, 35% des apprentissages ont été perdus, et creusement des inégalités, tout ça pendant la crise Covid. Oui. Dans tous les pays du monde, c'est pareil? Alors, j'ai pas en tout cas, dans ceux qui ont été étudiés. Voilà, exactement. On voit de toute façon des inégalités qui se creusent au fur et à mesure justement du passage des enseignements à distance
à la fois du point de vue des inégalités des apprenants, donc qui n'ont pas forcément les mêmes équipements, les mêmes possibilités en termes aussi d'accompagnement de la part des parents à la maison. Mais on voit aussi des inégalités qui se creusent au niveau des compétences des enseignants. Et donc, tout le monde a été forcé, tous les enseignants ont été forcés de passer à distance à ce moment-là. Et on a vu, à la suite du Covid, une espèce de réticence chez certains enseignants qui l'ont vécu vraiment un peu comme un traumatisme, comme une douleur de faire passer les cours à distance. Et donc, il y a vraiment, à la fin, une grosse inégalité qui s'est creusée entre des enseignants qui en ont retiré du positif et qui ont envie d'appliquer certaines choses, et d'autres qui sont complètement dégoûtés. Voilà, qui sont vraiment dégoûtés. Et c'est pas évident d'aller les rechercher, ceux-là. Dans les idées reçues, il y a celle qu'apprendre à distance, c'est apprendre seul. On va parler juste après l'anti-sèche, si vous le voulez bien, de la distinction entre l'autonomie et la solitude, parce que je sais que l'autonomie, c'est un point extrêmement central du bouquin. Apprendre à distance, ouvrage coordonné par Eric Sanchez et Elsa Pokovic, que l'on retrouve juste après l'anti-sèche, Brandon Warrett. Brandon, bonjour. Emmanuel, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Vous allez fort bien. Vous allez nous emmener au musée Victor Hugo aujourd'hui à l'occasion du 120e anniversaire de Victor Hugo. Et pour le fêter, ce musée consacre une exposition à un artiste moins connu que son grand-père, c'est Georges Hugo, le petit-fils. Effectivement, une exposition qui donne l'occasion de découvrir l'itinéraire passionnant de cet homme dont on parle malheureusement que très rarement, beaucoup trop rarement. Et là, c'est enfin l'occasion de découvrir. On trouve 300 œuvres dans cette exposition, des dessins, des peintures, des gravures, des photographies. Tout ça, c'est issu des réserves du musée, à la fois des archives personnelles, mais aussi de la famille de Victor Hugo, jamais dévoilées auparavant. Ça, c'est aussi inédit. C'est la première exposition à mettre en avant exclusivement le travail de Georges Hugo, qui est né en 1868 à Bruxelles. Il perd son papa, Charles, très tôt, à l'âge de 4 ans. Il noue donc une relation très forte avec son grand-père Victor Hugo, très fusionnelle. D'ailleurs, il l'appelle Papa. Voilà, c'est très mignon et ça se passe entre ces deux hommes. C'est d'ailleurs l'unique petit-fils de Victor Hugo. L'écrivain d'ailleurs s'inspirera de cette relation pour écrire son ouvrage « L'art d'être grand-père ». Il noue une relation extrêmement forte à tel point qu'en 1902, Georges Hugo a le droit, par son grand-père, de signer ses peintures. Oui, parce qu'il est peintre, Georges Hugo, c'est vrai qu'on ne l'a pas vraiment dit. Il le signe Georges Hugo, Victor Hugo. Donc voilà, c'est vrai que parfois, à l'époque, on pensait, notamment quelques années avant la mort de Victor Hugo, que Victor Hugo était aussi un peintre. Non, c'est bien son petit-fils qui est peintre, et c'est le premier peintre de la famille Hugo. Peut-être quand même un petit peu après la mort de Victor Hugo, parce que de mémoire, ça doit être du 1885, la mort de Hugo. Oui, exactement. Ouais. C'est pas le grand-père qui a dû donner l'autorisation en 1902. Oui, 1902, pardonnez-moi. Oui, alors il donnait l'autorisation au départ. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Passionné par l'histoire, jamais je le crois, jamais. C'est la première fois en 3 mois. Oui, c'est vrai que vous avez raison, il donne l'autorisation bien après. L'autorisation vient après. La vocation de Georges, elle est née dans la maison d'exil de son grand-père, sur l'île de Guernesey, Hauteville House, et c'est là que le petit garçon reçoit ses premières leçons. Données par qui? Données par qui? Données par un homme. Cet homme, c'est Ernest Dehaes. C'est l'un des plus grands illustrateurs, dessinateurs à l'époque. On lui donne notamment les dessins pour comment dirais-je, les travailleurs de la mer de Victor Hugo. Donc on le connaît. Il est méconnu, mais il a quand même une grande histoire, notamment avec Victor Hugo. Donc il est entre de bonnes mains. Guernesey marque évidemment profondément Georges, car c'est là qu'il amène ses souvenirs d'enfance avec son papa, qu'il fait son deuil aussi, et notamment de la mort de son oncle, qui était très lié par son histoire. Il revient régulièrement sur cette île, même d'ailleurs après la mort de Victor Hugo. Il aime dessiner les paysages, il aime dessiner aussi son grand-père. D'ailleurs, il y a une dizaine de tableaux où on le voit au fond du parc, on le voit à l'intérieur de sa maison. Lorsqu'il n'a plus besoin de son maître Dehaes, Georges Hugo, lui, dessine constamment, dès qu'il en a l'occasion, mais il n'a pas d'atelier, cet homme. Il a son chevalet qu'il dépose un peu partout. Il adore le déposer, notamment dans les paysages au Montmartre, vers Montparnasse, dans les salles de spectacle. Il dessine continuellement. Entre 1891 et 1893, Georges Hugo effectue son service militaire en tant que matelot. Cette expérience lui offre aussi d'opportunités de voyager, de dessiner à sa passion qu'il cultive aussi avec ses nombreux amis sur le front. Son expérience ensuite est marquée notamment durant la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il peint énormément l'histoire, la vie quotidienne des poilus. Il s'engage d'ailleurs dans le conflit alors qu'il a un âge très avancé. Il n'est pas obligé de se rendre sur le front. Il découvre évidemment cette réalité des combats, et cette histoire le marque profondément et aura un impact sur la suite de son histoire. Exposition qui dévoile aussi ce qu'il appelle les années Dora, c'est le prénom de la
seconde épouse de Georges Hugo. Pourquoi on en parle à ce moment-là? Comment? Pourquoi parle-t-on d'elle à ce moment-là? Parce que c'est une partie de l'exposition qui est consacrée aussi à cette femme. Durant une quinzaine d'années, ils vont nouer cette relation très Avec forte. qui il est parti en 1902, c'est ça? Oui, 1902, effectivement. Et on a ce tableau qui va marquer profondément, on la voit d'ailleurs dans une dizaine de tableaux autour de cette histoire. Un autre tableau, il part notamment en Islande, c'est le Berenberg Iljenmayen, avec ce vol de goéland, cette terre d'ours en Islande qui est représentée par 2 volcans enneigés. C'est l'œuvre la plus emblématique de cet homme. L'exposition raconte aussi l'homme à l'aide de documents graphiques et de photos. On retrouve beaucoup de photos dans cette exposition parce que c'est à la fois un homme extravagant mais un homme réservé. C'est la particularité d'Hugo parce qu'il joue aussi beaucoup au jeu d'argent et c'est un homme aussi très curieux. Par exemple, à la veille de l'inauguration de la Tour Eiffel, il voulait impérativement être invité. Il n'a pas été invité, peut-être pas assez connu aussi à l'époque. Et il va se faire passer pour un inspecteur de la sécurité pour monter à bord de cette Tour Eiffel. Et le 5 février 1925, il meurt dans la misère, comme la plupart des artistes en ce début du XXe siècle. Il est criblé de dettes, il meurt dans une chambre modeste de la rue de l'Élysée. Il avait 57 ans. Et ce qui est paradoxal, c'est que la maison Victor Hugo lui offre une exposition, une maison financée grâce aux donations de cet homme. De nombreux documents ont été offerts au début du XXe siècle. Et donc, Georges Hugo, l'art d'être petit-fils, c'est à voir jusqu'au 10 mars 2024. Merci beaucoup, Brandon. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Avec plaisir. Récré ciné. Avec ciné, comme tous les mercredis. Grand oral, Elsa Pokovic. La situation de la crise sanitaire a donné la possibilité de faire réellement de l'enseignement à distance. Le e-learning, c'est de l'apprentissage à distance. Enseigner et apprendre à distance sont des activités solitaires. Voilà quelques-unes des idées reçues que déconstruit le livre co-dirigé par Elsa Pokovic, Apprendre à distance. Ça vient de sortir chez Retz dans la collection Mythes et Réalités. Chose promise, chose due. Et je viens de reprendre cette idée reçue qui est enseigner et apprendre à distance sont des activités solitaires. Il y a une distinction entre, il y a tout un enjeu d'autonomie autour d'apprendre à distance. Oui, absolument. Donc on a un des chapitres de l'ouvrage qui est consacré à démystifier cette idée reçue selon laquelle apprendre à distance, c'est une activité solitaire. Il se trouve en fait qu'il y a certains travaux qui ont été conduits et écrits il y a quelques années et qui allaient dans le sens de dire pour apprendre à distance, il faut un profil d'étudiant bien précis, il faut un étudiant qui soit autonome. Et nous, l'idée qu'on essaie justement de soutenir à travers l'ouvrage, c'est que l'autonomie n'est pas prédéterminée, en fait. C'est pas quelque chose d'inné chez un étudiant. Et donc, on va devoir mettre en place des activités qui permettent de soutenir, de construire, d'accompagner l'autonomie des étudiants, justement. Il y a une notion pour l'enseignant de présence pédagogique à distance. Oui, absolument. Ça se construit comment? Absolument. Alors ça, c'est un modèle qui est proposé sur lequel a travaillé Gézégou notamment. Peut-être avant d'y répondre, je vais juste faire une petite distinction entre ce qu'on pourrait considérer comme de la proximité physique, donc le fait d'être ensemble dans une même pièce, comme nous aujourd'hui par exemple, et le fait d'avoir une présence à distance, une présence qui peut être psychologique, qui peut être cognitive, par exemple, qui peut être sociale ou qui peut être enseignante. Et donc, c'est ces 3 types de présence que décrit Gézégou. Et donc, vous parliez de la présence enseignante, c'est ça? Donc, l'idée de la présence enseignante, c'est même si, en tant qu'enseignant, on est à distance, on va se rendre présent dans le quotidien. De 1001 façons. De 1001 façons. Ouais. Et là, on interagit, alors, on assure des feedbacks sur des devoirs. Enfin, il y a plein de façons de faire. Par exemple, on va assurer des feedbacks, on va faire en sorte de partager des moments quand même de discussion, d'expression orale avec les étudiants. On va aussi leur proposer des guides très structurés, des consignes très structurées, des activités à conduire. Et on privilégiera par exemple des tâches rapides, brèves, courtes à effectuer. Et on essaye de faire vivre une communauté, un peu comme une classe, et c'est pas juste pour le plaisir de le dire, c'est que ça limite. Et là, il y a des chiffres, ça limite le décrochage. Si on a l'impression d'apprendre avec d'autres, ça limite le décrochage. Ouais, voilà. Oui, l'apprentissage ne se fait pas uniquement dans la relation entre enseignants et apprenants, elle se fait aussi entre apprenants. Et du coup, pour reprendre cette notion de présence sociale à distance, c'est l'idée de faire en sorte que l'étudiant se sente appartenir à une communauté, qui participe à des travaux de groupe, à des débats, qui soit amené à construire de manière sociale les savoirs et avoir des feedbacks aussi, des interactions avec ses autres étudiants. Est-ce qu'un enseignant dans sa classe, aujourd'hui, il est formé, il est prêt à construire tous ces dispositifs? Il faut une ingénierie considérable quand même.
Alors absolument, ça se fait pas tout seul. On a justement un des chapitres de l'ouvrage qui est apprendre à distance, c'est du bricolage. Ouais. Et non, en fait... Oui, parce qu'on parle toujours, c'est une référence très haute. Enfin, on cherche en pédagogie, on dit toujours il y a le bricolage pédagogique. Voilà, exactement. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être préparé, il faut être formé. C'est la raison pour laquelle ça a été autant compliqué de tout passer à distance très rapidement en période de Covid. Et donc, un enseignant, il aura besoin d'être accompagné, notamment au niveau institutionnel, par exemple par des conseillers pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, des techniciens qui vont travailler peut-être aussi dans l'audiovisuel pour l'aider à monter des capsules vidéo ou autres. Mais il aura besoin aussi de s'appuyer sur des modèles théoriques, sur des, par exemple, il y a le modèle très connu qui s'appelle ADDIE. Alors, c'est écrit ADDIE. ADDIE, oui. Ça correspond à des mots, je les ai oubliés, mais vous allez me les remémorer. Je vais très rapidement vous les remémorer. Ouais. C'est le A de analyse, donc analyser les besoins, les contraintes. Le D de... C'est là où je vais me... Allez-y, je le cherche pendant ce temps. Le D de design, où l'idée, c'est de concevoir une solution technopédagogique. Le D de développement, qui est le fait de développer cette solution, donc par exemple aussi avec des tiers, avec d'autres personnes. I de implémentation, donc la mettre en place, la solution, donc donner les cours. Et la diffuser, voilà. Et le E de évaluation, qui est revenir sur cette solution. Vous voyez, c'est en page 65 et vous avez tout bon. Oui, je vois en plus vous avez tout noté. Ah, je l'ai coché là, la page 65, méthode ADDIE. Mais c'est très très important. Et ce petit conseil en passant, il suffit pas, on dit souvent qu'une bonne image fait mieux que 1000 mots, mais c'est pas vrai du tout. Enfin, c'est pas vrai du tout. Ça peut souvent ne pas être vrai. Oui, effectivement, c'est encore un autre mythe qu'on essaie de déconstruire dans l'ouvrage. Voilà, donc il ne suffit pas de faire des slides avec plein de trucs qui clignotent, des vidéos. Vous pouvez en mettre, mais il faut quand même réfléchir 3 secondes avant. Apprendre à distance, encore faut-il vérifier qu'on a bel et bien appris. C'est la fonction du E de ADDIE, fonction de l'évaluation. Si vous voulez bien, on va en parler. Mais comme voilà, les examens c'est sympa, mais on va se prendre une petite récré avant. C'est mercredi, sortie ciné, à peu près garantie dès que Brandon est sur ce plateau. Et le film que vous avez choisi est le film d'animation de la semaine et peut-être de cette fin d'année, Wish, Achat et la bonne étoile, c'est du Disney. Effectivement, les 100 ans, pour fêter les 100 ans de l'un des plus célèbres studios de cinéma, c'est le 62e long métrage depuis Blanche-Neige et les 7 Nains en 1937. Alors il est réalisé par Chris Buck, on le connaît tous c'est le réalisateur oscarisé de La Reine des Neiges. Il est en collaboration avec Von Vera Sundtorn, qui est connu aussi pour Raya et Le Dernier Dragon. Donc évidemment, qui dit film anniversaire pour le 100e, il se veut être un hommage aussi aux classiques de Disney. On retrouve évidemment cette princesse, le château, on retrouve aussi bien sûr le méchant, le sempiternel. Il était une fois, et dans ce film, on suit l'histoire donc d'Asha, une jeune fille de 17 ans qui habite un royaume où les vœux peuvent être réalisés. Sympathique. Très sympathique. Cette île est fantastique et dirigée par Magnifico, qui lui, derrière son image de beau gosse, d'homme élégant, il joue avec la vie des autochtones en réalisant leurs vœux, en exaucant leurs vœux ou non. Et elle a fait un vœu tellement puissant qu'elle va un peu décontenancer cet homme qui dirige cette île. Il se retrouve exaucé par Star, une étoile magique qui vient l'aider à sauver le royaume des mains de Magnifico. Bonne annonce. Je cherche l'étoile qui saura me guider. Je souhaite mes peurs, je les oublie sur le chemin. Oh, votre magie nous éblouit. Ce n'est pas moi. Comment? C'est une menace qui m'est adressée. Qui oserait vous menacer? Là, je sais pas quoi te dire. Il y a un traître parmi nous. Retrouvez Achas. Les oublie sur le chemin. C'est sans issue. C'est de l'acajou massif et brut. J'ai commencé. Je dois terminer. Moi, je fais le vœu. Ouais, il y a un petit côté Reine des Neiges quand même là-dedans. Il y a plein de références, non? C'est un film. Énormément c'est un de film références. hommage. Bien sûr, La Reine des Neiges, Ouais. on voit ne serait-ce qu'avec la musique, on a C'est ça. voir Elsa. La ressemblance physique aussi, Ouais. avec Vaiana, ça aussi c'est intéressant. Les 7 amis fidèles d'Asha. Il y avait des nains qui étaient sept Évidemment, avec, pour les 7 nains, Madame exactement. Blanche-Neige. On a aussi Christophe, l'ami d'Asha, qui ressemble beaucoup. Qui ressemble plutôt à Christophe de La Reine des Neiges, l'ami d'Asha. Il y a aussi nombreuses références, nombreux méchants dans ce film. On a notamment qui fait penser à Jafar pour
pour Aladdin, Ursula dans La Petite Sirène. On retrouve aussi de nombreuses références du début à la fin à Cendrillon, à Peter Pan, à Pocahontas. Le film présente toujours une morale, toujours avec Disney. Là, elle convient d'ailleurs aussi bien aux petits qu'aux grands. Apprendre l'espoir tout en se méfiant évidemment des apparences et des belles promesses. Ça marche pour tout le monde. Pour les voix françaises... Oui, parce qu'on a entendu la VF là. Oui, alors c'est une femme pas très connue qui est connue aussi dans le doublage depuis quelques années. C'est Océane de Montis en Reine Achat. On retrouve aussi Lambert Wilson pour le grand méchant Magnifico, Isabelle Adjani pour Amaya et Gérard Darmon en Valentino. Merci beaucoup. Casting de luxe. Casting de luxe pour ce Disney de Noël et les 100 ans des studios Disney. Merci beaucoup, Brandon Brantoral et Elsa Pokovic. Ça vous a plu Disney? Mais j'ai bien fait de venir, on a parlé de la Reine des Neiges, moi je suis... C'est vrai qu'il y a un risque que je vous demande de chanter à la Reine des Neiges là. Voilà. Oui, vous savez, alors oui, clairement. Je ne le fais pas. M'entendre chanter la Reine des Neiges? Allez-y. Ce sera coupé au montage. Non. Oui, promis, ça sera coupé. Allez-y, Ce sera pas... Vous pouvez peut-être le trouver sur les réseaux sociaux si vous cherchez. Bon, on va faire de l'investigation alors. 17 spécialistes des technologies éducatives combinent leurs plumes pour nous partager les résultats de leurs recherches sur le thème Apprendre à distance, titre de l'ouvrage qui vient de sortir aux éditions Retz et qui a été co-dirigé par Eric Sanchez et Elva Pokovic, notre invité, pendant qu'en régie, on cherche sur les réseaux sociaux Elsa Pokovic et Reine des Neiges. Pour le passer éventuellement en fin d'émission, vous me direz. Dans les débats autour de l'apprentissage en ligne, il y a la question de l'évaluation avec plusieurs axes et notamment un qui revient très tôt, qui est la peur de la triche. Ce que vous dites, je vais aller rapidement, je vais vendre la mèche. C'est bah oui, ça existe, la triche, ça existe dans la vraie vie, ça existe aussi sur les réseaux sociaux. En revanche, c'est vrai que ça appelle à des évaluations peut-être différentes. Oui, absolument. Alors, en parlant d'évaluation, j'aimerais déjà juste mettre une chose au clair, c'est qu'on parle d'évaluation ici des apprentissages, mais quand on a parlé tout à l'heure du modèle ADDIE, on était aussi sur l'évaluation du dispositif d'apprentissage. Donc, on peut trouver des manières d'évaluer les apprentissages et en même temps d'évaluer aussi le dispositif. Est-ce qu'il convient? Est-ce qu'il est accepté? Est-ce qu'il est utile? Est-ce que voilà. Au niveau vraiment de cette évaluation en ligne, on peut penser l'évaluation soit de manière synchrone, donc c'est-à-dire de faire en sorte que tous les étudiants passent l'évaluation en même temps avec l'enseignant présent. Et aussi de manière asynchrone, donc c'est-à-dire de s'imaginer que les étudiants, par exemple, rendent des projets, soient amenés vous insistez, ce que moi je trouve très intéressant, sur les tâches complexes. Voilà, exactement, soient amenés à effectuer des tâches complexes. Et pour lesquelles même ChatGPT ne sait pas forcément résoudre le problème. Importance de l'oral, des exposés oraux aussi. Absolument. Vous souriez parce qu'en fait, il sait résoudre pas mal de problèmes, ChatGPT, quand même. Non, je souris parce que ChatGPT peut tout à fait être un outil utilisé ou une ressource utilisée par les étudiants pour effectuer une tâche complexe, pour apprendre et pour effectuer une tâche complexe, tout comme ils le feraient ensuite dans leur vie professionnelle pour ce pourquoi ils sont formés. Plein d'idées reçues dans ce Apprendre à distance de la collection Mythes et réalités chez Retz. Je voudrais qu'on termine avec un des horizons. Alors je ne sais pas si c'est un horizon ou un mythe, c'est celui de ce qu'on appelle l'enseignement adaptatif. Je résume très vite, vous me corrigez, mais je suis des enseignements sur Internet. On collecte des données sur ma façon d'apprendre et de là, un algorithme sait m'attribuer tel ou tel exercice à faire ou me mettre en présence de tel ou tel contenu parce qu'il est capable de comprendre que voilà, et il fera différemment pour Brandon parce qu'on n'apprend pas pareil différemment pour vous. C'est un mythe ou c'est une réalité? Alors il y a beaucoup de travaux sur ces questions-là et c'est pas nouveau. C'est pas depuis l'apparition de ChatGPT qu'on a commencé à réfléchir à l'IA prédictive, l'IA pour l'éducation. Par rapport à l'apprentissage à distance, on va justement avoir des marqueurs, des traces numériques de ce que font les étudiants à distance, notamment s'ils se connectent sur des plateformes, s'ils interagissent entre eux, la durée, le temps qu'ils restent sur telle ou telle activité, etc. Maintenant, de là à pouvoir dire que ces marqueurs-là, ces traces-là permettent réellement de savoir qu'est-ce que les étudiants ont appris ou comment est-ce qu'ils se représentent les choses. On n'y est pas encore. On n'y est pas du tout. Mais par contre, il y a beaucoup de marqueurs qu'on peut... on peut essayer de les lire et de les interpréter et ça peut être vraiment des outils, enfin ça peut être des aides pour l'enseignant pour que justement qu'il puisse assurer le suivi de l'étudiant. Mythes et réalités, c'est le nom de la collection. L'éditeur c'est Retz, Apprendre à distance, c'est coordonné par Eric Sanchez et Elsa Pokovic. Merci de nous avoir rendu visite. Vous restez avec nous pour la rubrique conseil de famille, si vous voulez bien, à laquelle on va passer maintenant. Et je précise juste, parce que j'aurais voulu qu'on en parle, on n'a pas eu le temps, qu'une des pistes aussi que vous avez trouvées dans le bouquin, c'est
c'est la notion des communs pédagogiques qui est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire son cours seul dans son coin, on peut le partager avec d'autres et ça ne croise pas forcément les problématiques de droit d'auteur et autres. Voilà, l'idée d'un bien commun et d'un bien commun numérique et éducatif, vous la trouverez dans le bouquin. Brandon, merci beaucoup. Merci. Candy Sans. C'est la Reine des Neiges, j'y vais. Ah oui, ben voilà, pour le générique de fin. J'en perds mon français, Candy Sans elle, un conseil de famille. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire autour des questions de parentalité avec Candy Sanzel. Candice, bonjour. Bonjour. On va parler actu aujourd'hui, l'actu qui est partout, évidemment la télé, la radio, les journaux, mais aussi la cour de récré et les réseaux sociaux, des endroits où les enfants sont un petit peu seuls. Ils entendent parler de guerres, d'attentats, de catastrophes naturelles, de pandémies, et ils font évidemment leur propre interprétation des infos qu'ils reçoivent. Ils développent leur propre filtre avec lesquels il faut composer. Alors, comment aborder au mieux ces sujets d'actualité avec les enfants? Vous avez quelques conseils? Oui, évidemment. Alors déjà, il faut savoir que même si un enfant est jeune, il a déjà conscience du monde qui l'entoure. Et c'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'on va pas répondre justement à leurs interrogations. Par contre, on va dire la vérité, mais avec des mots simples, sans forcément donner de détails inutiles. En revanche, alors avant 7 ans, c'est vraiment pas utile de le mettre devant le journal télévisé, déjà parce que les images vont être beaucoup trop choquantes pour lui, et ensuite il va pas forcément accéder en fait à la compréhension de tout ce qui est en train de se passer. Alors, on va le dire, hein, franchement, il y a beaucoup de parents qui mettent le fond sonore avec la télé en se disant oh, c'est pas très grave, il écoute pas vraiment, il regarde pas vraiment. Mais en fait, si. Ben, en fait, détrompez-vous. On a parlé mythes et réalités, c'en est un. Exactement. Donc, il regarde vraiment et certaines images qui défilent peuvent les heurter. Ça peut être source après d'anxiété, de stress. Donc, vraiment, soyez vigilants. J'ai été vigilant, mais nul n'est parfait. Mon enfant a malgré tout vu quelque chose de choquant qu'il n'aurait pas dû voir. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, un enfant qui se retrouve à avoir vu justement des images choquantes, en fait, il va être surtout dans un climat de culpabilité, de honte. Donc, on va surtout essayer de le rassurer. On ne va pas en rajouter en le culpabilisant, finalement en le jugeant ou même en le punissant parce qu'il a regardé quelque chose qu'il n'avait pas le droit de voir. Donc, on va le rassurer. C'est important vraiment qu'il puisse verbaliser ce qu'il a vu sans crainte d'être disputé. Et ça va surtout minimiser en fait l'impact de l'image choquante sur lui. Et puis d'ailleurs, qui ne voit pas d'image choquante actuellement à la télévision? Donc c'est aussi l'occasion de leur dire, bah, moi aussi des fois il y a des choses qui me choquent et c'est important que tu puisses en parler. Donc bon, en vrai il y a peu de chances qu'ils viennent nous voir en nous disant j'ai vu ça. Donc c'est à nous finalement de vraiment observer. Donc s'il montre des signes par exemple d'anxiété, si il change brutalement de comportement, s'il est irritable, s'il a du mal à s'endormir, s'il fait des cauchemars, et ben c'est des signes annonciateurs. Et donc il faut vraiment faire attention. Si vous voyez tout ça, eh ben, n'hésitez pas à l'emmener voir un spécialiste. Donc ça peut être un hypnopraticien qui sait gérer ce genre de mini-trauma très rapidement, un psychologue, thérapeute. Voilà. Quand l'actualité est spécialement dramatique et que nous-mêmes, elle nous inquiète, on partage l'inquiétude ou on l'épargne, on essaye de faire comme si de rien n'était? Alors, on va de toute manière se dire une chose, c'est que l'enfant, il va tout capter. Donc il sait. C'est des antennes. Hein. Donc il capte les angoisses de ses parents, il capte les signes non-verbaux, les signes verbaux évidemment. Donc on va quand même lui dire ce qu'on ressent. Par contre, on n'est pas obligé non plus de vomir entre guillemets nos angoisses et on va faire en sorte que l'enfant à ce moment-là puisse effectivement entendre ce qu'on a à lui dire, mais sans forcément déballer effectivement toutes nos angoisses. Par contre, de la même façon, on ne va pas non plus en parler de façon froide et distante. L'idée, c'est qu'il puisse sentir qu'on en parle, qu'on dédramatise, tout en montrant que ça nous touche. Comment j'accompagne mon enfant dans le traitement de l'information qu'il voit au journal télévisé, par exemple? À partir de 7 ans, cette fois, à partir de 7 ans, donc, on peut regarder effectivement les infos ensemble. En revanche, on va éviter de le faire pendant le repas de famille. C'est un moment d'échange, de partage. Très important. Surtout, à ce moment-là, il ne pourra pas quitter la pièce s'il y a des images choquantes. Donc, il faut que ce soit un lieu... Bah oui, mais il faut... Et termine ton chou-fleur. Non, mais c'est hyper important qu'il puisse se dire, OK, là, c'est pas OK pour moi, j'ai besoin de partir. Par contre, on va le faire évidemment verbaliser pour savoir ce qu'il a compris. Et c'est là que ça va être utile de contextualiser, par exemple, les éléments géographiques avec une map monde ou le dictionnaire pour lui parler des mots qu'il n'a pas compris. Et puis, quand même, un truc génial, c'est qu'il y a des médias pour les enfants. Et ça, vous pouvez nous donner quelques petits conseils. On en parle régulièrement ici, d'ailleurs. Voilà, il existe plusieurs journaux pour les enfants. Donc, il y a Mon Quotidien, qui est pour les 10-14, Mon Petit Quotidien pour les 7-10 ans, Un jour une actu pour les 8-12 ans, Le Monde des ados pour les 10-15 ans. Donc ça décrypte vraiment l'actualité de façon claire et précise. Et c'est assez simple et c'est vraiment accessible. Et puis après, il y a aussi d'autres formats télévisés comme le Arte Journal Junior qu'on peut voir avec ses enfants.
C'est vraiment important en fait d'aller vers des journaux qu'on peut toucher et palper, parce que ça va leur permettre surtout de faire face aux fake news qu'ils vont entendre par exemple dans la cour de récré ou la désinformation. Donc, et alors justement, vous nous en parleriez une prochaine fois, ça de ça? On va en parler la prochaine fois, c'est très important. Ah bah super. Bon, devoir de vacances, enfin pas vacances du tout, devoir de l'année. Candice, merci beaucoup pour ce conseil de famille. Merci beaucoup Elsa Pokovic de nous avoir accompagnés dans cette émission Apprendre à distance. C'est aux éditions Reds, vous l'avez coordonné avec Éric Sanchez. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie aujourd'hui par Emma Frary, Héloïse Merlin pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.